Les denrées alimentaires manquent sur les marchés. Le trop-plein des fêtes est passé par là. Le président ghanéen a prêté serment hier devant plusieurs chefs d'État, mais l'opposition a boudé la cérémonie. Et puis en Inde, les auteurs du viol de la jeune étudiante pourraient encourir la peine de mort. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. La préfète s'annonce difficile dans les marchés. Les commerçantes éprouvent des difficultés à proposer les denrées à la clientèle. En tout cas, les choses vont au ralenti. Les étals sont presque vides. Laetitia Mangli. Au lendemain des fêtes de fin d'année, l'ambiance dans les marchés est moins gaie. Ici à Trècheville, les étals sont dégarnis. La pénurie de produits vivriers est réelle. Depuis fête est venue, il n'y a rien, il n'y a pas de barrage. Tu tournes dans Jamel quand il n'y a pas de marchandises. Un peu que tu gagnes, c'est cher. Entièrement là, il y a le vent, marchandises manquent. Quand on fait fête janvier comme ça, là, on n'arrive pas à gagner les marchandises. Si on regarde sur ma table, là, tout est roux, on est parti jusqu'à il n'y en a pas. Pour ces commerçants du nouveau marché de Trècheville, l'approvisionnement pendant le mois de janvier est devenu un véritable parcours du combattant. Il faut même souvent se rendre à l'extérieur du pays pour s'approvisionner en produits vivriers. Présentement, on a le problème de provision. Donc, c'est le Burkina qui nous livre le chou, les haricots, poivrons, les choux-fleurs. Les produits alimentaires de première nécessité sont denrées rares après la période des fêtes. Cette situation occasionne déjà la hausse des prix au point d'aménuiser le panier de la ménagère. Investiture du président ghanéen John Dramani hier, une investiture boudée par l'opposition qui estime que l'élection présidentielle était entachée de fraude. Elle a même porté plainte devant la Cour suprême, notant qu'une dizaine de chefs d'État a pris part à la cérémonie, dont le président Alassane Ouattara. Et puis la directrice générale du FMI était face aux députés hier. Christine Lagarde a évoqué les chapitres de la paix, de la sécurité, la bonne gouvernance et bien sûr l'économie. Et Mekwadio nous en dit plus. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, FMI devant les députés et le gouvernement ivoirien. Une grande première en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous sonne comme un coup d'accélérateur au programme national de développement. À l'Assemblée nationale, la sécurité, les conflits, la paix, les réformes dans le secteur de l'énergie sont entre autres sujets abordés par Christine Lagarde. Comment l'Afrique peut y arriver? C'est elle qui trouvera sa réponse. Mais permettez-moi de proposer quelques pistes. En accélérant la transformation économique, en misant sur une croissance plus solidaire, en investissant dans l'infrastructure, dans la santé et dans l'éducation. Christine Lagarde croit au deuxième miracle économique ivoirien. Mais pour y arriver, elle soutient que la Côte d'Ivoire doit relever les 3 défis majeurs. La Côte d'Ivoire doit relever 3 défis. Celui de l'investissement, celui de l'inclusion, celui de la gouvernance. La croissance ne devient pérenne et soutenue que dans l'hypothèse où les hommes et les femmes disposent du savoir-faire, de la formation professionnelle, de l'éducation, leur permettant d'améliorer la productivité, de donner un contenu plus riche à la croissance que vous développez. À cette première section extraordinaire de l'Assemblée nationale, la directrice générale du FMI a affiché sa volonté de participer à la réunion des investisseurs ivoiriens qui se tiendra en fin d'année 2013. Après son exposé, la patronne du FMI a déposé des gerbes de fleurs et s'est recueillie au lieu du drame de la Saint-Sylvestre. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire présente aussi, au nom de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, ses condoléances au chef de l'État Alassane Ouattara et aux familles des victimes suite au drame du 31 décembre 2012. Le salut aux couleurs à l'ordre du jour. Hier, dans une grande école à Cocody, le ministre de la Promotion de la Jeunesse était présent. Il a d'ailleurs précisé que le salut aux couleurs se fasse tous les lundis et vendredis au plateau. Michel Mambo. Salut aux terres d'espérance. Le civisme de retour en milieu scolaire et universitaire. Un vœu cher à Alain Lobognon, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. En assistant à cette cérémonie de salut aux couleurs avec des étudiants d'une grande école, le ministre entend donner toute sa place à l'emblème que représente le drapeau ivoirien. Je suis d'accord avec ceux qui disent que les jeunes en Côte d'Ivoire sont à l'image de la formation qu'ils ont reçue. Pendant longtemps,
on a enseigné dans nos écoles, à l'école primaire, au secondaire, que l'emblème national c'était l'éléphant. C'est écrit dans certains ouvrages. N'ayons pas honte de le dénoncer, mais faisons remarquer que l'emblème national, c'est ce drapeau tricolore orange, blanc et vert. L'occasion était également donnée au ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs d'indiquer la voie à suivre aux jeunes. Avec ce diplôme, visez haut, visez la lune. Si vous n'avez pas la lune, vous aurez les étoiles. N'attendez pas la fin de vos études pour penser déjà à des projets d'avenir. Au cours de cette cérémonie, le ministre Alain Lobognon a annoncé que désormais, à la cité administrative au plateau, le drapeau sera monté chaque lundi et descendu chaque vendredi. Et puis cette information du directeur général des impôts qui informe les candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux que les demandes d'attestation de régularité doivent être déposées dans les services suivants. Pour les personnalités, présidents d'institutions, anciens et nouveaux membres du gouvernement, diplomates et résidents à l'étranger, à la direction des opérations d'assiette 6 au plateau face à la BCAO. Pour les autres candidats dans les directions régionales des impôts situées sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, les dispositions utiles ont été prises afin d'assurer la délivrance avec célérité des attestations à tout candidat remplissant les conditions de régularité fiscale requises par la loi. Les étudiants de la 13e et 19e promotion de l'INFAS ont entamé hier un sit-in devant le ministère de la fonction publique au plateau. Ils demandent la régularisation de leur situation. Franck Quadio nous en dit plus. Des agents de santé en colère. Deux promotions de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, celles de 2007 à 2010 et 2008 à 2011, encore dans l'incertitude quant à leur situation d'agents de l'État. Ils sont venus manifester au ministère de la fonction publique, principale revendication, l'obtention du matricule, un salaire et une affectation dans un centre de santé. Le docteur Kabien vient de nous dire qu'il nous donne une semaine, jusqu'à la fin de la semaine, pour qu'on soit affecté. Et cela est satisfaisant, dans la mesure où c'est ce qu'on attendait. Une situation qui devrait évoluer les jours à venir, surtout qu'en début d'après-midi, le ministre de la fonction publique a rencontré les étudiants, suit alors une conférence de presse et Nyamie Konan rassure. Depuis le mois de septembre, nous avons publié la liste qui nous a été transmise par le ministère de la Santé. Ces listes-là, selon la nouvelle procédure, sont automatiquement disponibles pour les DRH des différents ministères. Il appartient donc à ces DRH-là, à celui de la santé, de les affecter à partir de maintenant dans des services de santé. Et c'est ce travail-là qui est en cours. Et comme c'est une nouvelle procédure, nos services techniques encadrent le DRH de la santé pour qu'il fasse ce travail informatique. Les nouvelles procédures pour ce qui concerne l'immatriculation des nouveaux fonctionnaires ont aussi été expliquées aux étudiants. Notons que depuis la promotion 2006 à 2009, aucune autre promotion jusqu'à ce jour n'a été affectée. Parlons culture avec la veillée artistique à l'honneur de Kitia Touré, décédé le 18 décembre dernier. Ses pères lui ont rendu hommage samedi dernier à Trècheville. Écrivain, cinéaste, réalisateur, Kitia Touré aura marqué le monde de la culture. Il n'a cependant pas eu le temps d'achever ce qu'il a commencé. Il s'en est allé le 18 décembre 2012 à l'âge de 56 ans, mais laisse derrière lui un bon souvenir. En matière de cinéma, il connaît et il en fait beaucoup. Vraiment, il avait des projets. Il avait des projets pour nous, il avait des projets pour le cinéma. Vraiment, c'est une grande perte. Souvent, j'allais à son bureau à l'université avant qu'il ne soit nommé et on parlait du cinéma. Il se plaignait beaucoup de certaines choses. Donc quand on l'a nommé, vraiment, je l'ai appelé, tu sais, comme il est du Nord et moi je suis de l'Ouest, on a essayé de se chahuter gentiment. C'est un homme du cinéma, il connaissait nos problèmes et il s'activait à régler certains de nos problèmes. Une veillée artistique pour cet amoureux du cinéma. Comédiens et cinéastes n'ont pas tari de loge à l'endroit de cet amoureux du 7e art. Nous qui sommes dans le milieu du cinéma, nous perdons effectivement un grand homme.
quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour le cinéma en Côte d'Ivoire, un cinéma qui est autant délaissé. On va peut-être pas se dépassionner parce qu'il est parti, mais on va simplement prier Dieu qu'il y ait d'autres Kitiya Touré pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture, Maurice Kwaku Bandama, a déclaré l'année 2013 année du cinéma en hommage à Kitiya Touré. Le cinéaste sera conduit à sa dernière demeure le samedi 12 janvier 2013 à Katiola, sa ville natale. À l'étranger, en Égypte, l'économie du pays est essoufflée. Les frères musulmans renforcent donc leur force au sein du gouvernement afin de donner un souffle au tourisme qui n'est plus florissant. En Égypte, les frères musulmans renforcent leur présence dans le gouvernement. Sur 10 ministères remaniés, 3 ont été confiés à des islamistes. C'est un défi qui attend cette nouvelle équipe, sortir le pays de la crise économique. L'Égypte négocie en ce moment avec le FMI un prêt de 5 milliards de dollars. Seul espoir de relancer son économie, plombée par un recul dramatique du tourisme et des investissements étrangers. En Inde, les suspects du viol de la jeune étudiante comparaissent devant la justice. Ils risquent la peine de mort. Les Indiens, eux, continuent de manifester dans les rues. Ils reprochent au gouvernement son manque de fermeté. Les 5 auteurs présumés du viol collectif de l'étudiante de New Delhi sont arrivés sous haute surveillance au tribunal. Les suspects, âgés de 19 à 35 ans, risquent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. La procédure a été accélérée, ils comparaissent une semaine après les faits et à huis clos en raison de l'agitation qui règne autour de cette affaire. Le pays est encore sous le choc et les manifestations de colère se poursuivent. 2 manifestants sont en grève de la faim depuis 15 jours. Ils reprochent au gouvernement d'être trop laxiste. Aucune mesure n'a été prise. Le gouvernement a adopté une attitude très décontractée. Il veut continuer comme si rien n'était, alors qu'il devrait être à l'écoute de son peuple. En descendant dans les rues, les Indiens veulent dénoncer les violences infligées aux femmes et l'apathie de la justice. Au sud du pays, des femmes ont organisé une marche protestataire. Elles exigent un renforcement des lois contre les crimes sexuels. Je ne sais pas dans combien de temps il y aura de la sécurité, même après tout ce qui est fait, mais j'espère que les mentalités vont changer, qu'il y aura une vraie prise de conscience. Au tribunal, la comparution des auteurs présumés du viol n'aura pas duré longtemps. Ils ont été informés des charges pesant sur eux, puis sont vite repartis en fourgon de police. La prochaine audience est prévue le 10 janvier prochain. Concernant ce procès, 2 accusés du viol collectif de l'étudiante de 23 ans vont plaider non coupable. Et puis en Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé d'Australie, subissait plus de 130 feux de brousse, journée de tous les dangers selon les autorités, en raison d'un nouveau pic de température et de rafales de vent. L'inquiétude grandit en Australie. Sur l'île de Tasmanie, une centaine de personnes sont portées disparues depuis le début des incendies vendredi, qui ont déjà totalement détruit une centaine de maisons. 2000 habitants, encore sous le choc, ont dû fuir leur logement. Nous ne pensions pas que ce serait si rapide et si soudain. Quand nous avons finalement été évacués, nous avons traversé la rivière et nous sommes restés là à regarder. Ça arrivait à une vitesse énorme et c'était tout simplement, c'était épouvantable ou c'était incroyable et maintenant, tout est dévasté. Le pire est peut-être encore à venir. De nouveaux pics de température sont attendus en Tasmanie, mais aussi dans le reste de l'Australie, où la météo prévoit 43 degrés à Sydney mardi. Ici, en Nouvelle-Galles du Sud, 800 hectares ont déjà été ravagés par les flammes et les pompiers peinent à contenir les incendies. Nous sommes vraiment inquiets pour demain. Nous avons vraiment la trouille parce qu'il fait très sec et que les vents sont forts. Des milliers de pompiers se tiennent prêts à agir alors que 90 foyers ont été recensés lundi, dont 20 toujours hors de contrôle dans les régions au sud de Sydney. En Tasmanie, la première ministre Julia Gillard a visité les villages dévastés. Elle a demandé aux Australiens d'être vigilants au cours des prochains jours, rappelant combien les incendies pouvaient être destructeurs dans un pays aux conditions extrêmes. Une échelle des risques, instaurée après les incendies meurtriers de 2009 qui avaient fait 173 morts dans l'État de Victoria, indique que les incendies de mardi seront incontrôlables, imprévisibles et très rapides, avec pour seule option l'évacuation des habitants.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.